Prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque semaine à un ou une chef d'entreprise, à une personnalité qui compte dans l'économie française. Aujourd'hui, je reçois Julien Tchernia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur, le président d'Équateur, fournisseur d'énergie renouvelable, du gaz, de l'électricité, du bois. Vous dites, c'est un peu votre credo, pour changer d'air, il faut changer d'énergie. Expliquez-moi. En fait, nous, chez Équateur, ce qu'on constate, c'est que tout n'est qu'énergie. Finalement, là, aujourd'hui, nous, on discute, mais ça n'est possible que grâce à l'énergie. Tout ce qu'on voit là, cette table, c'est finalement des matières premières qui ont été prises à la terre et sur lesquelles on a rajouté de l'énergie pour les extraire, les transporter, les transformer. Donc, tout devient simple parce que pour changer le monde, il suffit de changer l'énergie. Et donc, l'objectif d'Équateur, c'est de travailler sur la demande et de donner envie aux gens d'acheter de l'énergie renouvelable pour justement changer le système. Et alors, effectivement, si on détaille un peu, quelles énergies renouvelables? Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on vend principalement, c'est de l'électricité renouvelable et du biométhane. On vend aussi un petit peu de bois parce que comme Équateur n'est pas producteur, pour nous, vendre l'une ou l'autre, c'est la même chose. Donc il faut que le bois, par contre, soit éco-géré. Donc on prend du bois français éco-géré. Ce sont des déchets, en fait, de fabricants de meubles. Cela dit, on en vend très peu en pourcentage encore. Notre credo, c'est électricité et biométhane. Électricité et biométhane. Comment vous garantissez que votre énergie, elle est 100% renouvelable? Alors c'est ça qui est un peu spécifique dans notre métier. On ne peut pas garantir que physiquement, c'est bien l'électron renouvelable qui a été produit qui va arriver chez vous et pas un électron qui vient de Pologne. Parce qu'ils sont tous dans le même tuyau, quoi. Tout est dans le même tuyau, tout est interconnecté, que ce soit en gaz ou en électricité. Donc l'Europe a mis en place un système de certification, de traçabilité qui s'appelle les garanties d'origine et qui assure en fait une traçabilité financière. C'est-à-dire que quand un client vient chez nous, il est sûr qu'il y a un producteur qui a produit autant d'énergie renouvelable que lui n'en a consommé. Il est sûr qu'il l'a surrémunéré. Par contre, ce n'est pas nécessairement cette énergie-là à ce moment-là qu'il va consommer lui. Est-ce que ce virage vers les énergies, question très générale, ce virage vers les énergies renouvelables, comment vous l'évaluez? Est-ce qu'il est trop lent? Est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux environnementaux? Alors, il est toujours trop lent, on va toujours se plaindre. Moi, il y a quelque chose que je trouve très beau, c'est que pour moi, il est pris et qu'il est gagné. C'est-à-dire que quand j'ai démarré dans le secteur de l'énergie en 2007, pour vous donner un ordre de grandeur, on produisait de l'énergie solaire à 500 € du mégawattheure. Aujourd'hui, en Espagne, on produit de l'énergie solaire à 20 € du mégawattheure. L'éolien s'est passé de 500 aussi à 60. Vous avez donc finalement une technologie qui a tenu ses promesses et qui fait qu'aujourd'hui, le renouvelable, c'est le plus facile à déployer et le moins cher. Donc c'est compétitif, c'est un atout majeur pour sa longévité d'une certaine façon. Tous les nouveaux parcs, bien sûr. Et quand vous avez des producteurs, puisque nous on achète auprès des producteurs, comme Total, qui sont historiquement des sociétés qui sont dans le fossile, tout le monde le sait. Et qui y sont encore beaucoup. Et qui y sont énormément. Si on prend le chiffre d'affaires de Total, c'est encore 95, 96, 97%. C'est et la marge aussi, Par contre, là où ils investissent, c'est dans le renouvelable. Et ils investissent dans le renouvelable probablement pour des tas d'engagements RSE, on ne va pas leur enlever ça. Mais surtout, parce que c'est ce qui permet de produire le moins cher après le fossile, parce que malheureusement le fossile est toujours un peu plus compétitif. Donc ça va dans le très bon sens. Il reste la problématique du stockage, où là aussi ça progresse, puisqu'on voit les voitures vont de plus en plus loin, les voitures électriques. Par contre, ça reste encore un peu cher, et là-dessus, on espère que le travail des ingénieurs va aboutir. D'où viennent les freins, les hésitations? Là, je me mets côté client. Passer à Équateur, c'est quoi? La peur de quitter les géants, le géant du marché ou les géants du marché? C'est ça, c'est bien sûr. On vend tous le même produit, donc la différence va se faire sur la marque, puisque les prix sont à peu près les mêmes. À part en 2024, où les tarifs réglementés de vente étaient très chers, et donc les clients ont choisi des offres de marché qui sont pour la plupart renouvelables. Aujourd'hui, ce qui fait c'est la différence, c'est la marque. Quand on achète de l'énergie, c'est quand même quelque chose de très important chez soi. Et donc on va faire confiance à une marque qu'on connaît, comme dans n'importe quel secteur en fait. Et évidemment en France, EDF a une très belle marque, ça reste une entreprise qui est très aimée des Français, qui représente quelque chose historiquement dans la République. Et donc c'est à nous de montrer qu'il y a une très belle marque EDF et on est capable de faire des très belles marques à côté. Et c'est ça la bataille. Mais est-ce que, oui, alors c'est une bataille. Ce frein, il est toujours aussi puissant. J'imagine qu'il est un peu moins puissant que quand vous avez créé Équateur, mais il est toujours aussi puissant. Moi, ça m'étonne un peu d'une certaine façon. Oui, écoutez, il est toujours aussi puissant. Chacun a ses avantages. EDF, historiquement, est très présent dans les territoires. EDF est quand même à l'État qui est actionnaire. Et les tarifs réglementés de vente sont présentés par les politiques comme protecteurs, même si en 2024, ils étaient 25% plus chers que toutes les offres de marché. Donc ils n'étaient pas protecteurs, ils étaient prédateurs. Mais vous avez des débats en France qui sont très centrés sur le monopole.
Souvenez-vous de la campagne électorale où vous aviez des batailles entre le parti 1 et le parti 2 qui disaient « moi je vais faire baisser les prix de 20% et moi je le ferai de 10% en février et vous allez voir ». Non, il vous suffisait de dire « allez chercher les offres de marché, y compris celles d'EDF, et vous ferez immédiatement 20% de réduction ». Donc vous avez une mise en avant par le pouvoir politique d'une offre spécifique, le tarif réglementé de vente, qui n'est qu'une formule parmi une autre et qui est passablement peu compétitive en ce moment. Donc on a ça contre nous et on a avec nous le fait que les coûts de production du renouvelable sont moins chers et que donc petit à petit ça va rattraper. Oui, on va parler de notre mix énergétique et je m'appuie pour cela sur une citation, un extrait d'une interview que vous avez donnée à Forbes en février dernier. Voilà ce que vous disiez, plutôt que de tout miser sur le nucléaire, la France devrait accélérer sur le renouvelable pour garantir son indépendance. Et le nucléaire nous garantit quand même aussi notre indépendance énergétique. Alors, le nucléaire garantit l'indépendance énergétique par rapport aux fossiles. Il faut quand même de l'uranium. Et n'oublions pas qu'on n'en a plus. Il y a des problèmes au Niger. Ils ne sont pas complètement hors de la géopolitique, ces problèmes-là. Ce n'est pas complètement par hasard qu'aujourd'hui, la Russie a fait récupérer l'influence africaine pour, en fait, nous couper des sources d'uranium. Cela dit, on a quand même pas mal de stocks. Mais ce n'est pas une indépendance parfaite. Le deuxième sujet, c'est le coût. C'est-à-dire que historiquement, le nucléaire a très très bien marché, et tant mieux, et heureusement qu'on en a. On est tous d'accord, j'imagine, en tous les cas moi, qu'il vaut beaucoup mieux du nucléaire que du charbon. Même si malheureusement, quand la crise énergétique a commencé, nos centrales étaient un peu mal en point, quoi. Ah, très mal en point. On a produit moitié moins que les bonnes années. Et là, aujourd'hui, on reproduit plus, mais on est encore très très loin des bonnes années. Et puis surtout, le nouveau nucléaire, l'EPR, aujourd'hui, ne tient pas ses promesses. Je vous parlais des promesses du renouvelable quand je compare 2007 à maintenant. À l'époque, en 2007, moi, quand j'ai fait ma formation dans l'énergie aux mines de Paris, le nucléaire, c'était la solution. C'était l'époque Areva, Anne Lauvergeon, star absolue. Et moi-même, j'étais convaincu de ça. Sauf que les réalités techniques de l'époque n'ont pas été prouvées, n'ont pas été mises en œuvre, et qu'aujourd'hui, l'EPR est enfin connecté, mais qui produit presque rien. Donc, ça fait 18 ans. Donc, les gens passent le bac. Ceux qui sont nés l'année où le chantier de l'EPR a démarré, les gens passent le bac. Donc, se dire, je vais tout miser sur la construction de 6 nouveaux moyens de production, dont les coûts de production sont... En plus, je finis, mais sur la Cour des comptes vient de dire. Oui, c'est ce que j'allais dire. La Cour des comptes alerte sur les coûts de production, la rentabilité inconnue, l'accumulation des risques. Voilà les termes employés sur ces nouveaux réacteurs EPR. On produit aujourd'hui à 110 € du mégawattheure dans les calculs, alors que le solaire, si vous le mettez sur votre toit, vous êtes à 70. Sur votre toit, à 3 petits panneaux, vous êtes à 70, ils produisent à 110. Donc, ce n'est pas compétitif. Ce n'est pas très grave. Après, moi, ce que je vois, c'est qu'à la fin, il y a un choix technologique qui est fait par une entreprise. Normalement, si Équateur fait un choix, par exemple, nous, on va décider de déployer des panneaux solaires sur les toits. Il faut de l'argent, il faut investir. Et donc, on va aller voir nos actionnaires qui vont soit dire « j'ai pas d'argent, donc tu le fais pas », soit dire « j'ai de l'argent et je prends le risque ». Et ce n'est pas mes clients qui vont payer ce risque, c'est mes actionnaires qui payent ce risque ou qui refusent de le payer. Et donc après, si les actionnaires ont eu raison, ils gagnent. S'ils ont eu tort, tant pis pour eux, ils prennent leur perte. Là, comme c'est l'État qui est actionnaire, et que l'État n'a plus d'argent, on est en train d'organiser un système, puisque vous savez qu'il y a la fin de la redistribution de la rente nucléaire en 2026, qui va faire que ce sont les Français qui vont payer ce choix de l'actionnariat qui est l'État. Et donc ça, c'est quand même assez bizarre, surtout que les prix continuant à monter en France, le gros avantage compétitif qu'on avait est en train de faire qu'on consomme de moins en moins, ce qui est un problème pour les investissements fixes très lourds comme les centrales, et qu'il y a des délocalisations. C'est-à-dire que d'un point de vue pro, on a de plus en plus de pros qui disent « moi, je suis gros consommateur d'énergie, je vais partir en Espagne, je vais partir en Italie, je vais partir en Allemagne ». Quelques chiffres clés sur Équateur. Les derniers qu'on a eus, plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 100 collaborateurs, 235 000 compteurs installés en France. Équateur qui est reconnu comme une future licorne à impact par le mouvement Impact France. Alors, ça fait plaisir, mais ça met la pression d'une certaine façon. Comment vous le vivez, ça ? Ça fait très plaisir. Donc, Impact 40, on est Next 40 aussi. On ne s'y attendait pas. Donc ça, c'est
plutôt une histoire personnelle, mais avec mon associé, quand on a créé Equator, c'est parce qu'on avait envie de le faire, on s'est mis dans une chambre de bonne à Paris avec un papier, un crayon, et on a bossé. Et aujourd'hui, voilà, on a 180 salariés, on fait des centaines de millions d'euros de chiffre. Enfin, ça dépasse. Et tant mieux, on est très contents. Donc objectif 1 milliard, parce que c'est ça, une licorne à impact. Allons-y, objectif 1 milliard. On est à la fois très content et très humble par rapport à ça. Nous, on continue à faire notre boulot. C'est beaucoup de travail. Entre 500 millions et 1 milliard, il y a aussi beaucoup d'étapes. Donc, bon voilà, nous, on est très fiers. Et ça nous oblige dans le sens, pas plus qu'avant, mais ça nous montre qu'à l'extérieur, les gens croient en nous. Alors, c'est marrant parce que moi, je suis spontanément parti sur l'objectif du chiffre d'affaires 1 milliard. Mais la logique du mouvement Impact France, c'est justement de sortir de cette seule valorisation financière. Alors, ça vous intéresse aussi ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. D'abord, le chiffre d'affaires chez nous, ça dépend beaucoup du prix de l'énergie. Par exemple, vous avez cité 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. En 2024, on a plus de clients, mais moins de chiffre d'affaires parce que le prix de l'énergie a baissé. Donc, ça compte qu'à moitié. Sur la valorisation, nous, on a deux choses. On est impact by design, comme on dit dans la Startup Nation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on a de clients, plus on aide. Bien sûr. Par contre, évidemment, plus on a de clients, plus on grandit, donc plus notre impact à nous est élevé. Et donc, il y a tout ce calcul qu'on est en train de mettre en place dans la société sur comment faire attention à ce que les nouveaux investissements qu'on fait, même s'ils impactent positivement, ne soient pas contrebalancés par une explosion des coûts carbone de la société Équateur elle-même. Et donc, on fait ces calculs. Le label B Corp, vous êtes labellisé B Corp, ça vous aide à faire ça ? Le label B Corp, ça nous a imposé un certain nombre de processus qui étaient plus sur des aspects qui sont moins les nôtres, qui sont vérification des fournisseurs. C'est-à-dire qu'on était tranquille sur nos produits. Et d'un coup, on nous a dit, mais t'achètes à qui ton logiciel, t'achètes à qui tes bureaux, t'achètes à qui... Et donc ça, on regardait moins, et ça nous a imposé d'y faire attention et de s'assurer sur l'ensemble de la chaîne de la cohérence de notre discours et de nos réalisations. Ça vous permet de répondre oui à la question, on est prêt pour l'impact. C'est ce que vous disiez, on l'est par essence. Quoi. Mais c'est pas pour autant que, vous voyez, parce que ça pose la question, je pourrais poser la question différemment, de la progression. C'est aussi à ça que sert le label B Corp, de se voir progresser sur un certain nombre de critères. Oui, tout à fait. Nous, par exemple, une chose qu'on a mis en place, c'est toujours sur le bilan carbone interne, c'est que... Historiquement, les gens qui, chez Équateur, ont des responsabilités de budget, ils vont faire leur choix de fournisseur entre le coût et l'efficacité. Le responsable marketing va se dire, faire de la pub sur Google ou sur Bing, combien ça me coûte, combien ça me rapporte. Et là, on rajoute quelque chose sur l'impact carbone, et donc avec une partie de leur prime qui dépend de ça. Et donc, il faut maintenant prendre en compte aussi l'impact carbone de la solution que tu choisis. Et je prends un autre exemple qui est... plus emblématique et un peu plus anecdotique, mais donc j'ai mis cette prime-là, et j'ai le responsable B2B qui me dit « Ah, Julien, je suis vachement embêté, il y a les courtiers, on travaille beaucoup avec des courtiers dans le petit B2B, qui font une espèce de grand événement annuel à Marrakech, j'ai bien envie d'y aller, mais ça va détruire ma prime. » Je lui dis « Ben ouais !» Il me dit, mais il faut que j'y aille. Je lui dis, tu fais ton calcul. Si, en y allant, ça va te permettre de gagner plus sur une augmentation des ventes ou je ne sais quoi, que ce que tu vas perdre sur l'impact carbone. Il est resté à Paris. Voilà. C'est rigolo. Oui, effectivement. C'est pas seulement anecdotique. Je trouve que c'est assez révélateur. Alors, chaque semaine, dans cette rubrique Prêt pour l'impact, l'invité de l'émission précédente pose une question. C'était donc Thierry Blandinière, le président d'Invivo, qui a une question pour vous. Je suis vraiment conscient des enjeux qui sont devant nous, de comment financer la transition, les grandes transitions énergétiques notamment. L'agriculture fait partie aussi du sujet de la question. Comment vous allez pouvoir régler l'équation de pouvoir changer les transitions à un coût compétitif ? Alors ça ouvre, on a commencé à en parler, mais la question du coût, comment proposer de l'énergie renouvelable à des prix compétitifs ? Vous nous disiez finalement... c'est de plus en plus compétitif. Sur l'électricité, Paris gagné. Sur le biométhane, il y a encore beaucoup de travail. Et donc, si on regarde le prix de production du biométhane par rapport au prix du gaz naturel sur les marchés, on est à x2 aujourd'hui. Donc, c'est quand même beaucoup plus cher. Il y a une chose que moi je remarque, c'est qu'on ne fait pas payer les externalités, donc les conséquences de l'utilisation du fossile aux usagers.
Et on décorrèle complètement. Donc, moi, quand je fais le plein, enfin, j'ai plus de voiture, mais quand je faisais le plein, je ne faisais pas le lien entre ce plein et les inondations derrière à Barcelone ou à Valence. Et donc, je ne suis pas prêt à payer pour assumer ça. Par contre, mais il y a une bonne partie des consommateurs qui ne le sont toujours pas. Et qui ne le sont toujours pas. Ouais. Et donc, la succession des catastrophes, pardon de vous interrompre, mais la succession des catastrophes climatiques ne fait pas réduire le climato-scepticisme, etc., malheureusement. Malheureusement, voilà. Et ça fait partie de notre travail, et c'est aussi pour ça que je vous remercie de nous inviter aujourd'hui. Le lien entre mon action individuelle et le changement global ne se fait pas. Par contre, malheureusement, le lien entre je voyais un beau paysage et maintenant j'ai un méthaniseur et ça sent mauvais chez moi, ou maintenant j'ai une éolienne et je trouve que c'est pas joli parce que moi j'aime pas les éoliennes, là il se fait. Et donc c'est toute la complexité et donc la question. Sur le prix, en électricité on gagne, sur le biométhane, mais j'étais encore hier, puisque maintenant aussi je suis président de l'ANODE, qui est l'association des fournisseurs indépendants d'énergie, j'étais encore hier au ministère à discuter sur comment on finance la transition du gaz classique vers le biométhane. Et c'est pas simple parce qu'il faut éviter d'aller trop vite et de créer un rejet. Par contre, il faut quand même trouver un moyen de financer cette filière. La régulation du marché de l'électricité, le rôle de l'Europe, comment vous vous situez par rapport à ça? Parce que, alors là, on est... moi, je vous avoue, comme consommateur, parfois, je suis totalement perdu. Bien sûr. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites pendant la crise. La crise, c'était le troisième choc pétrolier. C'est de ce niveau-là. On a eu des prix qui étaient autour de 1 000 € du mégawattheure. Aujourd'hui, on est à 70. 1070, ça fait des différences énormes. Le marché européen a organisé, entre guillemets, de manière... C'est comme ça qu'il est fait. Automatiquement, les prix sont montés, en France en particulier, puisqu'on avait cette crise du gaz, une sécheresse, souvenons-nous, les barrages étaient vides, et une crise du nucléaire qui a produit 2 fois moins que d'habitude. Donc ça veut dire que soit on organise un rationnement, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'énergie pour tout le monde. Donc soit on organise un rationnement, soit on augmente les prix. Le marché réagit sur ces problématiques-là en augmentant les prix. Les prix ont flambé. Les Français aujourd'hui consomment 12% de moins qu'en 2021. Oui, alors ça, c'est l'effet positif. Ça a marché. Ça a marché et maintenant, les prix ont rebaissé parce qu'il y a à nouveau des moyens de production. Donc, ce n'était pas une crise du marché, ce n'était pas une crise de l'organisation, c'était une crise de la production. Si vous achetez quelque chose et qu'il n'est pas produit, son prix augmente. Et j'ai beaucoup regretté que tout soit mis sur... Il y a sûrement des sales traders qui se font de l'argent. Non, les gens qui ont fait beaucoup d'argent à ce moment-là... Ce qui a existé aussi, mais bon... C'est surtout les producteurs qui ont fait beaucoup d'argent. À part EDF, qui malheureusement, à cette période, avait son outil de production en panne. Dans le reste de l'Europe, l'augmentation du prix de l'énergie a profité aux producteurs, comme l'augmentation du prix du pétrole profite aux pays producteurs de pétrole. Et donc, le sujet, c'est ça. L'Europe a fini par essayer de mettre une taxe pour aller récupérer cette rente indue, qu'on appelle en jargon technocratique la rente inframarginale. Ça n'a pas bien marché, donc ils cherchent des nouveaux systèmes. Là, il y a annoncé une baisse de 14%, je crois, des tarifs réglementés. Est-ce qu'on reste quand même à des tarifs élevés ? Est-ce que la crise est totalement digérée ? Les tarifs restent élevés, la crise n'est pas complètement digérée. Ce qui est intéressant, c'est que les prix de marché, justement ce marché dont on parlait qui était tant décrié, devraient permettre de faire baisser les prix, les tarifs réglementés de vente de 30%. Mais l'État en profite pour augmenter ses taxes et augmenter le coût du réseau, de la distribution. Et donc, ça fait 14%. 14% de baisse, tant mieux pour les gens qui sont aux tarifs réglementés. Ceux qui sont dans les offres de marché avaient déjà ces réductions depuis 1 an. Et ça reste quand même 40% plus cher que le prix moyen qu'il y avait en 2021. C'est-à-dire que structurellement... 40% plus cher encore. Vous avez une augmentation du prix du transport qui a été d'environ 15% depuis 2021. Vous avez des taxes qui sont revenues au niveau classique. Et vous avez un prix de l'énergie qui reste plus élevé que ce que je voyais en 2021. Mais alors, on pourrait poser la question aussi, par exemple, vous parliez de toutes celles et ceux qui font le plein de leur voiture. Le levier du prix, c'est aussi un moyen, on l'a vu, pour changer sa consommation.
Donc on peut aussi se dire, si l'électricité est chère, on va commencer à regarder d'autres sources, aller vers les sources renouvelables, voir si c'est moins cher que les autres, etc. Alors, ça peut être un levier positif aussi. C'est un levier positif. Après, il ne faut pas qu'il soit destructeur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens en souffrent. Nous, on est pour une écologie qui garde le niveau de confort. Il y a quelque chose qui est devenu très positif. Aujourd'hui, si vous avez la chance d'avoir une maison individuelle, mettez des panneaux solaires sur votre toit. Oui. C'est 2 fois moins cher que l'énergie que vous achetez à l'extérieur. Sur les 20 ans, vous payez 50% de moins. La rentabilité, elle est immédiate. Donc, parce que vu de l'extérieur, vous êtes sur une baisse de consommation et vous avez mis en place. Donc, effectivement, ce prix-là pousse à mettre des nouveaux moyens de production et nous, on mise beaucoup là-dessus. Ouais. Alors, vous parliez de l'enrichissement des fournisseurs, des producteurs d'énergie, des producteurs d'énergie. Vous, quelle marge vous prenez ? C'est quoi le modèle votre modèle et puis peut-être le modèle du secteur? Le modèle du secteur, c'est que, en tous les cas pour les fournisseurs purs, c'est que notre métier, c'est de l'abonnement. Notre métier, c'est de répondre au téléphone, c'est d'envoyer une facture et c'est d'expliquer aux gens. Donc que la personne consomme ou qu'elle ne consomme pas, finalement, ça nous coûte pareil. Donc en tous les cas, chez Équateur, la majorité de notre marge est mise sur l'abonnement. Et pour vous donner une échelle de valeur, le client qui va payer autour de 180 € son mégawattheure ou 18 cents son kilowattheure, nous, on va gagner là-dessus seulement 1 € ou 2 €. Très très peu. Parce qu'on n'est pas là pour vendre très cher quelque chose que nous n'avons pas produit. Nous, on est là pour fournir un service et donc la majorité de la marge est mise sur l'abonnement. Et surtout que si vous n'êtes pas producteur, ce qui est notre cas, et que vous n'avez pas prévu de gagner beaucoup d'argent sur le mégawattheure que vous vendez, ça vous permet de trouver très rentable de vendre des économies d'énergie. Oui. Parce que vous perdez assez peu d'argent et par contre, vous gagnez sur le service et le client aussi. Et c'est pour ça que vous faites des campagnes de sensibilisation sur les économies d'énergie. Il y en a une là cet automne, c'est ça? Et c'est pour ça qu'on propose des thermostats intelligents et c'est pour ça qu'on propose des panneaux solaires et c'est pour ça qu'on propose des bornes de recharge. Tout est dans cet esprit-là. Finalement, ça fait gagner de l'argent aux clients et ça nous en fait gagner plus. Alors, c'est embêtant pour les producteurs centralisés, mais ils ont encore de beaux jours devant eux. À quel point vous faites bouger les lignes? C'est-à-dire que quand Équateur s'installe dans une ville, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs exemples que j'ai lus en préparant l'émission. Je crois Grenoble, Strasbourg, ça m'intéresse que vous nous racontiez ça. Alors c'est rigolo ça, c'est la force de la concurrence. On est arrivé à Grenoble, on était tout petit, c'était en 2017, on avait 1 an d'existence. Et on a dit on va se lancer à Grenoble. On s'est lancé à Grenoble. On a mis, je crois, une affiche sur un bus et on est passé à Télé Grenoble. Voilà, super, on était tout contents. On a fait, je sais pas, 40 ou 50 clients, donc très très peu. Par contre, Grenoble n'avait comme offre, les Grenoblois, une seule offre. Depuis 1947, c'était les tarifs réglementés de vente. Nous, on est arrivé... Là, on parle d'électricité. On parle d'électricité, d'accord. L'électricité. On est arrivé en juillet et en septembre... Gaz et électricité de Grenoble, qui a changé de nom depuis, mais a d'un coup fait sortir une offre online moins chère, 10% moins chère, une offre 100% renouvelable. Donc le fait juste que nous on arrive, ça a poussé le concurrent historiquement monopole à changer et à faire d'innovation. Alors commercialement, c'est pas nous qui en avons profité à Grenoble. Par contre, tous les Grenoblois en ont profité. C'est-à-dire notre arrivée a poussé le concurrent à innover. Et bien tant mieux. Et c'est bien, ça c'est le jeu. Après, si nous, on n'a pas fait assez de croissance, ça c'est notre problème. Oui, c'est votre boulot. Même chose à Strasbourg, c'est un peu le même schéma? Oui, à Strasbourg, c'était encore plus drôle. À Strasbourg, il y a eu le bouclier tarifaire, gaz, au moment de la crise. Et nous, pour des tas de raisons, on ne l'avait pas mis en œuvre en France. Et les gens le trouvaient chez d'autres fournisseurs. Et à Strasbourg, le concurrent principal aussi, donc Électricité Strasbourg, qui est une filiale d'EDF, non plus n'avait pas mis le bouclier tarifaire. Donc les Strasbourgeois, eux, comme il n'y a que 2 sociétés qui fournissent de l'énergie et du gaz à Strasbourg, qui sont Équateur et Électricité Strasbourg, n'avaient pas droit au bouclier tarifaire. Donc ils s'en sont plaints. Électricité Strasbourg a expliqué à la Commission de régulation de l'énergie qu'ils étaient désolés, mais informatiquement, ils n'étaient pas en mesure de mettre en place le bouclier tarifaire. C'était beaucoup trop compliqué. Là-dessus, nous, on a appris ça. Il y a même quelqu'un un client strasbourgeois qui m'a appelé sur mon portable. Je ne sais pas comment il a réussi, mais bravo. C'est un bon client. Bon. Voilà. Il m'a dit, faites-le s'il vous plaît, parce que nous, on meurt. Et donc, j'ai appelé mon associé. Nous, en informatique, on est plutôt agile. Et c'est lui qui fait l'informatique. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut le faire? Il m'a dit, oui, il faut 10 jours. J'ai dit, super, ce sera lundi. Voilà. Et puis, on a lancé le bouclier tarifaire à Strasbourg lundi. Et évidemment, le concurrent l'a fait aussi. 2 semaines après, ils ont résolu leur problème informatique, ou 3 semaines. C'est incroyable. Incroyable. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on parle. Le problème du monopole, c'est qu'il est régulé, très bien. Mais il y a toujours une asymétrie d'information.
Le gendarme ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas que le système d'information ne peut pas s'adapter. Et donc, il faut les deux. Il faut un régulateur et il faut aussi de la concurrence qui aiguillonne. Ouais. Équateur qui est aussi mobilisé pour encourager la décarbonation des transports. Je crois qu'il y a une offre qui est dédiée aux propriétaires de voitures électriques. Donc là aussi, vous leur dites quoi ? Notre énergie, elle est verte. On vous promet. On leur dit plein de choses. Ouais. D'abord, on leur installe leurs bornes et ça marche très très bien. D'accord. Ensuite, des bornes intelligentes, je crois. Oui, c'est des bornes intelligentes qui vont s'adapter, qui vont, disons, accélérer la recharge quand la maison ne consomme pas beaucoup, ou qui vont s'adapter si vous avez un panneau solaire au moment où ça produit le plus, et qu'on peut évidemment gérer à distance avec des apps. Et en même temps, on va vous faire une offre avec des prix qui sont moins chers au moment où la consommation française est la plus basse et donc la moins carbonée. Et donc, c'est les heures super creuses. L'idée, nous, derrière, c'est de donner envie à un switch d'usage, parce qu'évidemment, comme on ne vend pas d'essence, c'est mieux si les gens consomment de l'électricité quand même à la fin. Et deuxième chose, on pense qu'à terme, il y a une capacité de stockage dans les voitures, dans la batterie, qui est 5 fois supérieure à un chauffe-eau. Le chauffe-eau en France, ça a été mis en place pour stocker l'énergie nucléaire la nuit. C'est à ça que ça a servi. Et c'est très très bien. Une voiture, c'est 5 fois plus de capacité de stockage qu'un chauffe-eau. On a des problèmes d'intermittence avec le renouvelable, c'est une certitude. Donc il y a un lien là. Renault, par exemple, vient de sortir sa Renault 5 où on peut injecter comme soutiré. Et donc, nous, on se dit, on se prépare pour pouvoir ensuite profiter de cette capacité. Et la voiture devient fournisseur d'électricité quand il y en a besoin. Exactement. Et donc, nous, on pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus. Et donc, il faut s'y préparer. Merci beaucoup, Julien Tchernéa, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.